Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission est en direct chaque dimanche à 11 h et permet d'analyser, de décrypter et de commenter l'actualité de la semaine au plan national et international. Au menu ce 28 février, plusieurs sujets. Il s'agit de l'extradition par les autorités ivoiriennes de 3 Burkinabés recherchés dans le cadre des enquêtes sur le coup d'État manqué du 16 septembre 2015 et de la naturalisation de l'ancien président Blaise Compaoré, devenu officiellement ivoirien. La justice burkinabé tourne au ralenti depuis le 24 février. La cause, vous la connaissez, les magistrats sont en grève. Ils réclament plus d'indépendance et surtout l'application des textes relatifs à leur nouveau statut octroyé sous la transition. Le Premier ministre Paul Kabatieba a rencontré les responsables syndicaux pour discuter des questions sociales. Une rencontre saluée par les syndicats et que nous tenterons d'analyser et de commenter. Au plan international, nous parlerons des résultats de l'élection couplée présidentielle et législative au Niger. Mamadou Issoufou n'a pas pu réaliser son coup KO. Il doit passer par un second tour pour tenter de battre son principal challenger, Ama Amadou, qui lui tient la tête depuis sa prison. Enfin, nous parlerons de la situation au Burundi où l'Union africaine a envoyé une délégation de chefs d'État et de gouvernement pour tenter de résoudre la crise née du 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Le dialogue que doivent instaurer les chefs d'État va-t-il porter fruit ou va-t-il accoucher d'une souris? Nous lancerons le débat qui sera justement mené par 4 confrères présents sur ce plateau. Il s'agit de Ladi Bama du journal Le Reporter, de Soumaïla Rabo de la radio Savane FM, de Paul Miki Rwamba de Ouaga FM et de Dabadi Zumbara du journal Le Pays. Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la Côte d'Ivoire a extradé 3 Burkinabés, 2 civils et un membre de l'ex-RSP. Ils étaient tous recherchés pour leur implication présumée dans le coup d'État manqué de septembre dernier. Comment avez-vous analysé cette extradition? Réelle volonté des autorités ivoiriennes de coopérer avec la justice burkinabé dans cette affaire ou bien c'est de la poudre aux yeux, d'autant plus que le décret de naturalisation de l'ancien président Blaise Compaoré a été rendu public le 22 février dans les médias ivoiriens. Alors, Bama, votre analyse de la situation? Je crois que cette extradition, on ne peut que l'apprécier positivement. Je crois que c'était ce qu'on demandait, du moins ce que la justice burkinabé demandait aux autorités ivoiriennes en lançant les différents mandats d'arrêt contre ces personnes-là. Donc les autorités ivoiriennes décident de remettre ces personnes-là à la justice burkinabé. Et je pense que c'est à saluer, à sa juste valeur, c'est un beau geste. Seulement, ce qu'on peut dire, c'est que, comme les Burkinabés aiment le dire, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Parce que là, c'est bien d'envoyer des soldats de l'SRSP, mais il y a encore mieux que ça à faire. Je pense que c'est là qu'on attend les autorités ivoiriennes. Il y a, comme on le dit, des gros poissons qui doivent aussi venir. Et on attend impatiemment de voir jusqu'où ils peuvent aller, les autorités ivoiriennes. Vous pensez à qui précisément? Il y a chose, Souro Guillaume, qui plane un mandat d'arrêt international aussi, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Et il faut bien noter que il n'est pas recherché en tant que président de l'Assemblée nationale ivoirienne, mais en tant que Souro Guillaume, l'individu, parce qu'il est cité dans cette affaire-là pour des faits qu'il a eu à commettre individuellement, à titre personnel et non en tant que président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Donc, je pense qu'il n'y a pas de confusion à faire à ce niveau-là. Il faut bien qu'ils se mettent à la disposition de la justice burkinabé pour répondre de ces faits-là. Voilà. Alors, Rabo. C'est un sujet intéressant. Moi, ce qui m'amuse, c'est la façon dont les autorités ivoiriennes et burkinabées veulent se jouer de leur peuple. C'est intéressant en politique, surtout pour des analystes politiques que nous sommes, parce qu'il dit qu'on a pris
l'adjudant-chef Moussa Nebié dit Rambo en cavale en Côte d'Ivoire et qu'il a abandonné ses bagages qui sont revenus avec le ministre Alpha Barry quelques jours après, c'est vraiment amusant. Voilà, pour quelqu'un qui était nourri, blanchi par les autorités ivoiriennes, probablement à Cocody ou au plateau à côté de Blaise Compaoré, vous nous faites croire officiellement qu'il courait quelque part dans la brousse et puis vous l'avez pris et que ses bagages ont été retrouvés après, on les a convoyés. C'est intéressant. En fait, la conclusion que moi je tire, les chefs d'État burkinabés et ivoiriens sont un peu coincés par leur peuple, il y a l'opinion publique qui les guette, et ils sont en train de trouver les meilleurs moyens de sortir d'affaires, de réconcilier les sommets des deux pays et sans vraiment faire de dégâts. Et je crois que c'est bien, puisque les deux pays gagnent, c'est la raison d'État qui l'emporte. Mais moi, c'est amusant pour moi de voir des communiqués officiels, des sorties officielles où on joue avec les peuples, quoi. Ça m'amuse. Et donc, qu'on dise que oui, Roger Koussoubé dit le Touareg est toujours recherché, ça aussi, ça m'amuse. Voilà, c'est quelqu'un qui est à Abidjan, probablement. Voilà, je ne sais pas où il loge, mais je sais qu'il est à Abidjan. Et je sais que tous les ex-RSP qui ont fui Ouagadougou et qui se sont exilés en Côte d'Ivoire ne sont pas en fuite. Non, ils sont gardés par le président Alassane et ses plus proches collaborateurs. C'est eux qui les nourrissent, qui les blanchissent. Et donc, il ne faut pas nous faire tourner en rond. Bon, ils peuvent nous faire tourner en rond, puisque, comme j'ai dit, c'est pour la raison d'État. Et donc, c'est pour, par dose homéopathique, nous envoyer petit à petit les gens. J'ai même posé la question au porte-parole du gouvernement. J'étais en émission avec lui hier. Et il a dit, nous lui avons demandé, est-ce que Rambo, c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Et il nous a demandé la forêt, c'est qui? Mais la forêt, c'est Blaise Compaoré, Guillaume Soro, le Touareg, et puis tous ceux qui ont frappé à Nimdi pour sortir les armes, qui sont au bord de la lagune Ébrié, à leur connaissance. Et justement, mais les autorités ivoiriennes ne peuvent plus, ou bien ont le droit de ne plus extrader le président, l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, puisque son décret de naturalisation a été signé par les autorités donc, de ce pays et rendu public dans les médias le 22 février dernier. Alors, Paul Miki, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Par rapport à cette extradition de Rambo et des deux autres Burkinabés qui sont arrivés il y a quelques jours à Ouaga, pour moi c'est un bon début. Ça montre un peu cette volonté des autorités ivoiriennes à répondre à la justice militaire, parce qu'il faut reconnaître effectivement qu'il y a une certaine pression de la justice militaire burkinabé sur Abidjan, de sorte à ce qu'on ait l'extradition de toutes les personnes qui étaient sous le coup des mandats d'arrêt international. Alors, mais en même temps, comme l'a dit Ladi Bama tantôt, c'est un début, mais ce n'est pas effectivement ce que l'on recherchait. On n'est pas satisfait, on va dire, on n'est pas satisfait de ce qui est arrivé, en fait, des morceaux qu'on a reçus. Parce qu'au bord de la lagune Ébrié, il y a encore de gros poissons qui nagent dans la lagune. Ce ne sera plus au bord de la lagune, à l'intérieur de la lagune, merci beaucoup. Il y a de gros poissons encore qu'on connaît et qui sont beaucoup plus attendus au Burkina Faso. Mais en même temps, j'ai l'impression que cette extradition de ces trois Burkinabés-là, c'est comme un coup de communication, puisqu'on a vu quelque temps après, il y a eu ce voyage du ministre burkinabé des Affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur qui est allé à Abidjan rencontrer le président Ouattara, et c'est une rencontre qui a été aussi bien médiatisée tant au Burkina Faso qu'en Côte d'Ivoire. C'est une manière de tenter d'apaiser un peu les esprits, de dire que les autorités ivoiriennes et burkinabées sont disposées à régler l'affaire, le différend en tout cas qui lie les deux pays par rapport à cette histoire de putsch manqué. Mais en même temps, ça ne fait pas oublier, évidemment, les gros poissons dont j'ai parlé tantôt, en l'occurrence Guillaume Soro, pour parler du putsch manqué. Et plus loin, il y a l'affaire Blaise Compaoré, puisque ça relève d'un autre dossier qui est le coup d'État, l'assassinat du président Thomas Sankara. Donc, on espère bien, comme l'ont dit les autorités ivoiriennes au Burkinabé, que c'est un processus qui va se poursuivre. Donc, pour le moment, on ne peut qu'être vigilant et de suivre l'évolution des choses et de voir si les uns et les autres vont tenir parole. Parce que, comme on le dit au grand marché, là, il l'a dit tantôt, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Oui, Zumbara. Oui, je pense que l'extradition de Moussa Nebié est une bonne chose, mes confrères. Mais j'ai le sentiment qu'on veut desserrer un peu l'été autour de Guillaume Soro.
Voilà, j'ai le sentiment qu'on veut expulser de la lagune, effectivement, des alevins pour finalement laisser les capitaines y nager tranquillement. Et si tel est le cas, ça ne sera pas trop intéressant pour le Burkina, parce que dans cette affaire, comme mes prédécesseurs l'ont dit, il y a quand même des gens ici comme Guillaume Soro qui est poursuivi par la justice. Alors, donc, il faut quand même qu'on arrive effectivement à classifier toutes ces situations-là, c'est-à-dire son cas. Il faut statuer sur son cas, parce qu'on en a fait à un moment donné un grand bruit. On a même tenté de faire croire aux gens à un moment donné que le mandat était retiré. On a vu tout ce que ça a créé. Donc, je pense que pour effectivement essayer de calmer un peu le peuple burkinabé, on a certainement jugé bon d'extrader Moussa Nembie, bon, pour effectivement calmer les ardeurs des uns et des autres. Mais c'est bon à prendre dans tous les cas, parce que avec ce qu'on a vu au début, on a senti quand même que la Côte d'Ivoire n'était pas disposée à collaborer sereinement avec le Burkina dans cette affaire. Mais bon, avec l'extradition de Moussa Nembie, bon, il faut espérer qu'effectivement ça soit un début et que bon, les autres aussi pour lesquels les mandats d'arrêt ont été lancés soient également extradés. D'accord. Alors, mais maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la naturalisation ivoirienne de Blaise Compaoré? On reste toujours avec vous. Alors, je pense qu'on essaie de récupérer ce qu'on a remis. On essaie de récupérer par la main, la main droite ce qu'on a donné par la main gauche, ce qu'on a donné par la main droite. En même temps, on a extradé Moussa Nembie au Burkina, on naturalise Blaise Compaoré. Bon, pour nous dire, écoutez, Moussa Nembie, on peut vous les livrer, mais Blaise Compaoré, vous n'aurez pas parce qu'il devient maintenant ivoirien. Et comme les textes ivoiriens disent que bon, on ne peut pas extrader forcément un ivoirien hors du territoire, donc c'est une bonne raison pour la Côte d'Ivoire de dire ici, Blaise étant désormais un ivoirien, par conséquent, on ne peut plus l'extrader. Mais je pense que c'est un faux débat, à mon avis. Si on a pu extrader des Ivoiriens comme Sall Bleu Goudé et même Laurent Gbagbo à La Haye, mais ce n'est pas Blaise qui vient de se faire naturaliser qu'on ne peut pas extrader. Mais Alassane Ouattara a dit qu'il ne va plus extrader, en tout cas quelqu'un de son pays, un ressortissant ivoirien, surtout pour la justice internationale. Oui, Ladi Bama. Non, je crois que c'est... Comme Rabo le disait tantôt, c'est bien amusant tout ça. Quand Alassane Ouattara dit ça, c'était comme si c'était tout dépendait de lui, son bon vouloir. C'est lui qui peut décider, oui, je fais ça ou je ne fais pas ça. Mais je crois que tout ça devait être régi par des tests quand même. Ce n'est pas à lui de décider quand il veut extrader des Ivoiriens ou quand il ne veut pas les extrader. Je pense qu'il y a des tests, il y a des lois. Et si on s'en tient à ces lois-là, si, comme Dabadi l'a aussi dit, Laurent Gbagbo, qui est un Ivoirien, de souche métis séculaire, comme on le dit, a pu être extradé. Ce n'est pas un Blaise Compaoré qui vient. Ouais, un néo-ivoirien, merci, qui peut résister à cela. Donc je crois qu'il faut être un peu sérieux dans tout ça. Et j'ai bien aimé la formule d'un professeur d'université d'Abidjan qui a fait un écrit par rapport à tout ça récemment, où il a dit que les Ivoiriens continuent de vaquer à leurs occupations tranquillement par rapport à tout ça, parce que ce n'est qu'une signature qui a naturalisé Blaise Compaoré. Une autre signature peut venir aussi de le dénaturaliser, comme on dit. Donc, c'est une question de temps, quoi. Donc, moi, je pense que c'est des petits jeux qui ne pourront pas résister à la rigueur de la justice, à la rigueur de la volonté des deux peuples burkinabés et ivoiriens, et qui tiennent vraiment, en tout cas, à être plus respectés. Et aussi, je termine pour revenir un peu sur un aspect que Paul Miki a soulevé par rapport à tout ce ramdam-là qui accourt aujourd'hui entre les deux pays. C'est vraiment de la communication pure et simple, parce qu'il était très bien amusé de voir les différents reportages sur la visite du ministre Barry à Abidjan, où il a bien profité pour faire une bonne partie de com et tout ça. Il a été coincé quelque part quand on lui a posé la question de savoir pourquoi Guillaume Soro n'est pas concerné. Il dit que non, que les deux pays sont préoccupés par les questions de terrorisme et tout ça, de djihadistes, qu'on ne peut pas... mais il oublie que Guillaume Soro, c'est un terroriste aussi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Union africaine qui l'a dit. Tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire de coup d'État au Burkina, ce sont des terroristes. C'est écrit noir sur blanc dans un document de l'Union africaine. Donc Guillaume Soro, que Alpha Barry se rappelle bien que c'est un terroriste aussi, qu'on doit pouvoir le traiter comme tous les autres terroristes. Voilà. Le débat même se pose sur les règles même de cette naturalisation en Côte d'Ivoire, pardon. Alors il y a certaines personnes et personnalités, des juristes qui disent que la naturalisation de Blaise Compaoré n'a pas suivi les règles. Rabo.
Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous aurez voulu que ça suive toutes les règles pour quelqu'un qui est en fuite et puis qui se fait naturaliser quelques jours après. Et là, moi, je suis convaincu que sa naturalisation est antidatée. On peut presque en être sûr, c'est antidaté. Et bon, vous pouvez être sûr aussi que ça n'a pas suivi les règles. Dans tous les cas, ce n'est pas les règles qui peuvent embarrasser Alassane Dramane Ouattara. Je crois qu'il a plusieurs fois prouvé le contraire. Moi, je suis gêné de parler quand même de cette naturalisation de Blaise Compaoré. J'ai un pincement au cœur quand j'en parle parce que c'était quand même le président du Faso pendant 27 ans. Même si on l'a tout le temps critiqué, c'était quand même un frère burkinabé. Et moi, je crois que cette attitude-là dénote d'un niveau de déchéance relativement élevé. Pour moi, on ne devrait pas arriver à ce niveau-là pour un homme politique qui a atteint son niveau de responsabilité. Et c'est pourquoi je suis gêné d'en parler. Une anecdote, j'ai échangé avec un vieux qui a dit que déjà en 1989, Blaise Compaoré était en tournée vers Zorgo et il faisait la confidence à des amis que après tout ce que lui il a fait, il était sûr qu'il n'aurait pas de tombe au Burkina. Déjà en 1989. Et déjà qu'en 1989, on peut dire qu'il n'avait pas commis autant de dégâts qu'en 2014, quand il quittait le pouvoir. Et donc on peut imaginer tout ce qu'il a comme cadavre dans les tiroirs. Et je peux comprendre qu'il trouve comme subterfuge aujourd'hui de prendre la nationalité ivoirienne. Bon, maintenant que ça n'ait pas suivi les règles, je crois qu'il était l'époux de Chantal Terrasson. Oui, mais ça ne lui donne pas automatiquement le Il droit, suffit qu'il fasse la demande. Selon l'analyste ivoirien, c'est-à-dire que la loi qui peut donner la possibilité de naturaliser quelqu'un par le lien du mariage est postérieure, si on peut le dire, a été signée après donc le mariage entre Blaise Compaoré et Chantal Terrasson. Oui. Je pense que ce débat sur le processus de naturalisation ne regarde, de mon point de vue, que la justice ivoirienne qui a décidé de lui octroyer sa nationalité. Parce qu'on n'est pas à ce niveau de débat-là. C'est un constat que Blaise Compaoré est désormais ivoirien. Ça, c'est ce que nous, on a comme information. Maintenant, comme l'a dit Rabo tantôt, ça fait vraiment un pincement au cœur que de constater que celui qui, pendant 21 ans, a été le premier, 27 ans, pardon, a été le premier des Burkinabés, devient aussitôt ivoirien parce qu'il y a un mandat d'arrêt qui plane sur sa personne. Alors, de cela, moi, j'ai fait un certain nombre d'analyses. D'abord, on peut se poser une question. Est-ce qu'il avait le droit d'être ivoirien? La réponse est évidente, c'est oui. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien, il peut échapper? Ça rend difficile le processus d'extradition qui est sur lui par rapport au coup d'État de Thomas Sankara, enfin, l'assassinat de Thomas Sankara. La réponse également, c'est oui, parce que la justice burkinabé peut avoir quelques difficultés pour obtenir la présence, en tout cas, de Blaise Compaoré pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Mais à côté de cela, ça pose, à mon avis, un problème d'éthique. Parce que là, lorsqu'on vous dit, on vous lance un mandat d'arrêt, on vous dit venez répondre à la justice, cela ne voudrait pas dire que vous êtes déjà condamné. Cela veut dire en même temps que je vous donne l'occasion de vous expliquer par rapport à un fait qui est connu. Alors, donc, cette carapace-là, sous laquelle il se trouve aujourd'hui, ça montre un peu que c'est un aveu. C'est comme s'il avouait à demi-mot qu'il était auteur de ce pourquoi il est recherché au Burkina, en l'occurrence le dossier Thomas Sankara, l'assassinat de Thomas Sankara. Alors que bon, avant sa fuite du Burkina Faso, on a vu tous les discours qui ont été tenus par rapport à l'assassinat de feu le président Thomas Sankara, où il disait qu'il n'était pas aux affaires, il avait des migraines, ou du moins il était en tout cas innocent, d'une façon ou d'une autre, selon ses propos. Maintenant, c'est une occasion historique qui est donnée à l'ancien président Blaise Compaoré de venir et parler de son innocence par rapport à l'affaire Thomas Sankara, et on voit qu'il se dote d'une carapace de nationalité, de naturalisation ivoirienne, avec la complicité évidemment du président de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. C'est ce qui explique d'ailleurs que le processus n'a pas été expliqué, comme vous l'avez dit tantôt. Lorsque le premier Ivoirien s'implique, ça peut faciliter les choses pour ce qui concerne cette naturalisation, qu'il faut le rappeler, il a obtenu en même temps que son frère cadet, François Compaoré. Donc, l'un dans l'autre, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, ce qui risque de se passer, c'est que le dossier Thomas Sankara risque encore de rester en souffrance pour ce qui concerne l'extradition de Blaise Compaoré. Et c'est un procès qui risque de s'inscrire dans la durée. Ce n'est pas évident qu'on obtienne, malheureusement,
la présence de Blaise Compaoré ici sous le règne du président Ouattara en Côte d'Ivoire, peut-être même pas sous le règne du président Roch-Marc Christian Kaboré au Burkina Faso. D'accord, on va avancer dans le débat. En tout cas, c'est une naturalisation qui gêne même les autorités ivoiriennes. C'est une décision souveraine qui a été prise, je cite la porte-parole du gouvernement Afoussata Bambara. Elle ne va rien induire. Blaise Compaoré est ivoirien, un point, c'est vrai. Je ne pense pas qu'il ait lieu de faire un commentaire outre que de constater. La suite donc de ce débat. Les magistrats sont en grève depuis le 24 février et ce jusqu'au 1er mars 2016. Ils demandent plus d'indépendance de la justice et l'application des textes de leur nouveau statut acquis. De leur nouveau statut donc qui a été acquis sous la transition. Alors, est-ce que vous comprenez cette décision des magistrats de fermer les tribunaux pendant une semaine? Bama. Je ne sais pas par quel bout prendre cette histoire-là, parce que franchement, voilà un sujet qui est très brûlant, qui brûle tout le monde, tout ce qui y touche. Mais après tout, après réflexion, quand j'y pense sereinement, je pense qu'il y a quand même une porte de sortie que je vois. Parce que après avoir regardé tout de façon froide, qu'est-ce que les magistrats demandent? Ils demandent qu'on améliore leurs conditions de vie et de travail pour qu'ils soient indépendants. Or, il se trouve que depuis très longtemps, nous ne demandons que l'indépendance des magistrats, l'indépendance de la justice. Et voilà que les magistrats nous demandent, ce qu'ils demandent c'est vrai, hein, il semble que c'est 1 million, non, comme salaire, je ne sais pas trop le chiffre exact, mais même si c'est 1 million qu'ils demandent comme salaire, pour ceux qui connaissent un peu la manière de faire des syndicalistes savent que souvent il faut demander beaucoup pour avoir un peu. Donc je pense que le gouvernement peut négocier un peu avec eux, même si c'est 700 000 ou 800 000 qu'on peut leur donner au gouvernement de voir, qu'on leur donne ce qu'ils veulent. Et maintenant, on ne les tient pas ça. Parce que moi, je pense que quand même, bon, cette affaire d'indépendance de la justice, là, vraiment, je pense que ça tient à cœur le Burkinabé aujourd'hui. Donc, moi, c'est la solution que je vois. Parce que quand on regarde, chacun a raison dans toute cette affaire. Quand on prend les magistrats, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de demander un meilleur traitement. Quand on prend le gouvernement aussi, l'argumentaire aussi, bon, je pense que quand on regarde le contexte aussi du Burkina, là d'où on vient, bon, on peut dire qu'il y a des raisons aussi de dire, bon, il faut quand même accorder un petit temps de répit quand même pour voir comment on peut agencer les choses pour pouvoir mieux faire face aux demandes des populations, parce qu'il n'y a pas que les magistrats. Donc, chacun tient en tout cas un bout de raison dans cette histoire. Mais moi, je pense que si on veut vraiment avancer, alors, donnons aux magistrats ce qu'ils demandent, même si ce n'est pas la totalité. Et maintenant, on aura une justice indépendante parce que je pense que c'est ce qu'on demande depuis des années. Hein. S'il faut faire ça pour qu'on ait maintenant une justice où on n'aura plus la gangrène de la corruption, on n'aura plus des magistrats qui vont s'asseoir sur des dossiers pour avoir pris quelque chose sous la table quelque part. Bon, je pense que le sacrifice en vaut la peine. C'est mon sentiment. Alors, Zumbara, est-ce que vous partagez le point de vue de Bama? Non, je suis d'accord que les magistrats aillent en grève. Mais dire que si on augmente par exemple leur salaire, cela va les rendre plus indépendants, moi je dirais que non. Je ne pense pas que l'indépendance soit liée à une question de salaire. Si on est indépendant, on l'est par sa façon de travailler, par sa façon de comprendre le monde, de comprendre le peuple et de rendre ses décisions. Mais ce n'est pas un salaire qui peut rendre un juge indépendant. Moi, je ne pense pas. Déjà, aujourd'hui, il faut le reconnaître que les magistrats font partie quand même des travailleurs qui sont les mieux payés dans ce pays. Alors, si malgré ce qu'ils ont, ils ne sont pas indépendants, je ne pense pas que c'est en leur donnant, par exemple, 1 million ou même 2 millions qui seront indépendants. Par contre, je l'ai dit bien, je suis d'accord qu'ils revendiquent effectivement et qu'on améliore leurs conditions de vie. Ça, c'est de façon générale. Parce qu'on a vu que dans ce pays, pratiquement tous les corps ont demandé à ce qu'il y ait l'amélioration, parce que les salaires n'ont pas connu, j'allais dire, une amélioration considérable.
en dehors des quelques indemnités qu'on a essayé d'octroyer de gauche à droite à certains travailleurs, le salaire de base n'a pas trop bougé. Alors que c'est le salaire de base qui fait quand même le revenu essentiel d'un travailleur. Parce que l'indemnité est liée à la fonction que vous occupez. Si vous êtes aujourd'hui juge au siège et que vous avez telle indemnité, mais le lendemain, si vous n'êtes plus là-bas, vous n'aurez plus ces indemnités. Donc, ça cause un problème. Mais je pense qu'il faut quand même le dire, hein, parce que je trouve que c'est un mauvais signe pour le nouveau pouvoir. Parce que généralement, on accorde quand même un délai de 90 jours pratiquement aux nouveaux arrivés pour effectivement, comme période de grâce. Mais dans cette affaire, on a le sentiment que cette période de grâce n'a pas été respectée. Parce que le nouveau pouvoir est en place, ça ne vaut pas les 90 jours. Et voilà que des syndicats sont en grève. Et n'est pas une grève de 24 heures ni de 48 heures, mais une grève qui s'étale sur une durée pratiquement d'une semaine. Et quand vous regardez déjà ce que ça crée comme conséquence, ce n'est pas facile, ce n'est pas chose aisée, parce que ça bloque carrément tout ce qu'il y a comme activité entrant dans le cadre des procès et même l'établissement de certains documents. Et ça, je pense que ce n'est pas très intéressant. Mais je trouve qu'il faut qu'effectivement le pouvoir discute avec les magistrats pour trouver effectivement, à mon avis, le juste milieu. Parce qu'il y a eu quand même des états généraux de la justice dans ce pays. Et on pensait qu'après ces états généraux, les choses quand même étaient plus ou moins bien peaufinées pour qu'on aille en tout cas à une justice ou en tout cas dans un contexte où la justice sera beaucoup plus indépendante. Mais on se retrouve aujourd'hui encore avec les mêmes problèmes. Alors, ça dit que ces états généraux n'ont rien apporté, et si tel est le cas, c'est que c'est quand même dommage, parce que ça aura mobilisé beaucoup d'énergie inutilement et de moyens financiers. D'accord. Oui, Rambo. Moi, ça fait la deuxième fois sur ce plateau que je dis que je ne suis pas d'accord avec les magistrats. L'autre fois, c'était sur Corlowero. Moi j'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche. Parce que les magistrats, ils n'avaient pas cette habitude. Et je crois que sous Blaise Compaoré, ils devaient avoir plus de problèmes qu'ils n'en ont aujourd'hui. Et je n'ai pas souvenance de ma petite carrière de journaliste qui soit allé en grève, même pas en grève, de surcroît sur une période aussi longue. Et ça m'amène à m'interroger. Parce que je pense que sous la transition, quand même, il y a eu des avancées. Les États généraux de la justice, vous avez vu toute cette réforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui n'est plus présidé par le président du Faso. Le ministre de la Justice n'y est même pas. Et vous avez vu le nouveau statut de la magistrature, qui leur permet d'avoir plus de revenus. Je me demande pourquoi, avec tout ça, ils avaient décidé d'aller en grève avant même les attentats terroristes du 15 janvier. C'est-à-dire avant même que certains ministres ne prennent service. Je me demande s'il n'y a pas anguille sous roche. Et ces derniers jours-là, j'ai entendu des magistrats dire des choses. Et la fois passée, quand on a parlé de Corlowero, j'ai dit que leur communiqué était légitime mais passionné. Et j'écoute des magistrats parler avec beaucoup de passion. Et je me demande s'ils n'ont pas des comptes personnels à régler avec certains ministres qu'ils n'aiment pas. Je ne sais pas si c'est le ministre de la Justice, je ne sais pas si c'est le ministre d'État chargé de la sécurité intérieure, mais ils en parlent parfois avec du mépris et j'ai l'impression qu'ils ont des comptes personnels. Sinon, si c'est des problèmes réels qu'ils veulent régler, et quand vous les écoutez, ils évoquent même 1000 problèmes. On ne peut pas évoquer 1000 problèmes pour aller en grève d'une semaine. Il faut évoquer des problèmes de façon assez sérieuse, précise. Et quand ils disent par exemple que le président du Faso a reçu la présidente du Conseil supérieur de la magistrature après avoir reçu en audience plusieurs autres personnalités et que ça veut dire que le président du Faso a plus de considération que d'autres institutions que le pouvoir judiciaire. Je suis sidéré. C'est des arguments qui ne volent pas haut quand même. Parce que le président du Faso, il a reçu la présidente du CSM, c'était quelques jours après avoir reçu le DG des douanes, le DG des impôts, le DG de l'INSD, l'Institut national des statistiques de la démographie. Et je crois que c'était quand même pour prendre la mesure des finances du pays avant de s'asseoir. Il n'y avait pas urgence avec la justice quand même, au point que le président commence par le CSM pour dire voilà, c'est le troisième pouvoir, donc il faut commencer là. Donc, quand vous dites que vous n'avez pas de siège, mais votre siège c'était Kosiam, non, sous Blaise Compaoré. Vous n'êtes pas allé en grève. Voilà. Moi je crois que, bon, Zoumara a parlé de leurs salaires là, bon,
Ça, on ne va pas revenir là-dessus. Et là, ce n'est pas le salaire qui va faire l'indépendance. Et le juge Moriba Traoré a dit, le secrétaire général du SBM, le syndicat burkinabé des magistrats, a dit que en fait, c'est la loi qui fait qu'ils ne sont pas indépendants. Et il a dit ici, sur ce plateau, à l'occasion de l'émission Controverse, il a dit que c'est la loi qui ne dit pas que le juge doit rendre sa décision en son âme et conscience, qui bloque les magistrats. En ce moment, ils auraient eu, comme les journalistes, nous donnons les informations à notre âme et conscience, et donc nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne nous dire, il faut dire ça pour que nous disions. Voilà, donc ils ont juste besoin qu'on améliore la loi pour qu'ils soient indépendants. Ce n'est pas une question d'argent. Si c'est la question d'argent, quand vous regardez aujourd'hui l'état des finances du Burkina, le problème est mal posé. Le Premier ministre a dit, et ça, ce n'est pas le nouveau pouvoir, franchement, que moi, je ne suis pas en train d'approuver ici, surtout que ceux qui sont là-bas font partie des personnes que j'ai toujours critiquées. Mais l'état des finances, là, vous regardez les recettes propres du Burkina Faso, la moitié c'est consacré au salaire. 49%, c'est le salaire des fonctionnaires. Je ne sais pas les fonctionnaires font combien de pourcents du Burkina, mais je sais que dans la population burkinabé, c'est moins d'1%. Vous prenez 94% des mêmes recettes propres, c'est pour faire fonctionner l'administration et payer les salaires. Alors que vous savez que dans l'espace UEMOA, la norme, c'est 35% des recettes propres consacrées au salaire. Nous, on est à 49%. Vous vous demandez dans ça, avec la relecture que la transition a faite de la loi 13, bon, je ne vais pas revenir sur les détails, demander si la transition a été responsable, tout ça. Ça fait 45 milliards autour d'incidences financières. Tout ça, il se dit que ça n'a pas été budgétisé dans la loi de finances 2016. Bon, et vous posez les problèmes dès janvier, février, vous dites de les résoudre ici et maintenant. Moi, je dis qu'il y a anguille sous roche. D'accord. Alors, Paul Miki. Alors, je ne veux pas revenir sur ce qui a été dit, hein. Je partage les avis des uns et des autres, mais moi, je constate qu'on a oublié de constater en tant que journaliste que cette grève-là a un caractère impopulaire au sein de l'opinion publique. C'est malheureusement le cas parce que, pour des raisons essentiellement. D'abord, l'opportunité même de cette grève, il y en a qui l'ont rappelé tantôt, ça intervient quelques 2 mois après la prestation de serment du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et on sait quand même qu'après cette prestation de serment, il y a eu un temps avant la nomination du Premier ministre, encore un temps avant la nomination, la formation du gouvernement. Donc c'est vraiment... Les attentats, oui, voilà, juste après la formation du gouvernement et les attentats terroristes qui ont changé un peu l'agenda du président Kaboré. Donc, ça veut dire, par rapport à l'opportunité, on est amené à se poser des questions. C'était vraiment pas le moment, comme l'a dit Rabo, de mon point de vue. Également, les uns et les autres l'ont dit, hein, les magistrats sont vus au sein de l'opinion publique comme appartenant à une certaine classe de privilégiés. Parmi tous ceux qui émargent au budget de l'État, ils sont les mieux payés, peut-être même mieux payés que certains qui font un travail un peu extraordinaire. Je pense notamment aux médecins du Burkina qui n'ont pas les avantages. Les enseignants également. Les enseignants, non, c'est pratiquement tout le monde. Je prends l'exemple effectivement, pour les enseignants, tous les matins, sur nos antennes, les gens appellent des provinces, ils s'y plaignent, ils disent qu'ils sont là, affectés dans les tréfonds du Burkina. Depuis 6 mois, ils n'ont pas de mandatement, ils n'ont pas de reclassement, ils n'ont pas leurs indemnités, etc., etc. Donc, c'est pour dire qu'on est dans une situation où le Burkina, même les finances publiques ne sont pas au beau fixe. Il y a des sérieux problèmes de tension de trésorerie. Lorsqu'on écoute même le président, le Premier ministre, le banquier que le président a fait venir de Dakar, il a vu effectivement la situation du Burkina, il a dit qu'il y a des problèmes. Rabo l'a rappelé opportunément, c'est effectivement 49% des recettes qui sont affectées au salaire. Ça, c'est très loin de la norme UEMOA qui dit qu'il faut se limiter à 35%. Donc, ça veut dire qu'on est en train de faire un peu de surplace, on ne se développe pas. Donc, il y a un certain nombre de problèmes comme ça qu'il va falloir régler. Je pense que l'idéal aurait voulu que les magistrats reportent un peu les mouvements. Mais est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire cette pression, de se signaler? Parce que les textes ont été adoptés, il faut les mettre en application. Oui, c'est tout à fait juste. On comprend parfaitement qu'il y a vraiment nécessité pour eux de réclamer aussi leur indépendance à travers les finances, comme l'a dit Ladibama, même si je ne suis pas convaincu qu'effectivement c'est le salaire qui peut permettre de régler cette indépendance-là. Moi, je suis fondé à me poser une question. Qu'est-ce que les États généraux de la justice n'ont pas pu régler qu'une grève pourra régler pour ce qui concerne l'indépendance de la justice? Donc, c'est autant de questions comme ça. D'ailleurs, l'indépendance, c'est quelque chose qui se proclame, ça ne se demande pas comme ça. Donc, question finance, pour moi, c'est vraiment objectif. Il faut que, aujourd'hui, vu la situation du Burkina, là,
C'est-à-dire les magistrats, les autres fonctionnaires, nous les journalistes, les acteurs du privé, on doit se mettre les mains dans la main pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour faire en sorte que les finances du Burkina soient améliorées en réduisant le train de vie de l'État, en traquant les agents corrompus, en tout cas luttant contre la corruption. Et puis bon, les magistrats même peuvent jouer un rôle assez déterminant pour cela. Et après, on verra comment est-ce qu'on peut repartir les fruits de la richesse. On va donner la parole à Ladi Bama. Le temps d'une réaction avant de poursuivre Ladi. Non, je crois Parce que votre avis n'est pas du tout partagé par... Non, je crois qu'on se comprend parfaitement. Et je suis aussi, d'ailleurs, Rabo l'a bien imaginé, je suis aussi d'avis que on ne règle pas la question de l'indépendance de la justice par les finances. Ça, j'ai toujours défendu ce point de vue depuis très longtemps. Mais je dis, il faut bien comprendre mon propos. Que voulez-vous? Si les magistrats vous disent que pour leur indépendance, ils ont besoin de ça pour être indépendants. Eux-mêmes qui sont... C'est comme si le caïman quitte dans l'eau et vient vous dire que... il y a tel problème dans l'eau, vous êtes dehors, vous venez dire non, c'est faux, c'est pas comme ça. Lui, il vient de là-bas, il sait ce qu'il y a là-bas. Les magistrats vous disent c'est ce qu'ils veulent pour être indépendants. Et je dis non, donnons-leur ça. Maintenant, attendons-leur sur ce point-là. Si ils ont ça et puis maintenant ils ne sont toujours pas indépendants, mais là, on pourrait leur demander des comptes. Voilà ma vision dans cette histoire-là. Sinon, je suis convaincu que, bon, je l'ai même toujours dit, pour être indépendant, c'est pas à coup de millions qu'on devient indépendant. C'est une question de mentalité, c'est une question morale. On peut décider d'être indépendant même quand on est pauvre. Mais bon, comme les magistrats disent qu'ils ont besoin d'être riches pour être indépendants, que voulez-vous que je dise? Et si on n'a pas ce qu'ils ont demandé? On n'a pas ce qu'ils ont demandé. Voilà, c'est ça la J'ai dit, on ne leur donne pas tout. Ils ont demandé, on parle d'1 million, je ne sais pas si c'est vrai, hein, c'est les chiffres que les gens avancent souvent. Il semble qu'ils sont déjà à 600. Voilà, ils sont à près de 600 ou bien 500. Le même statut pratiquement que des ministres. Voilà. Donc seulement les ministres sont 30, eux ils sont 500. Vous voyez l'incidence sur le budget de l'État. Les députés, ils sont 127. Okay. Eux, ils sont 500. Peut-être qu'il faut rappeler, Abaka, si vous le permettez, lorsque le Premier ministre a fait son discours sur sa déclaration de politique générale, lorsqu'il a dépeint la situation du Burkina, il a dit que les finances sont catastrophiques et il a cité 9 points, parmi lesquels les lois là, sur les statuts des magistrats qui ont une incidence financière énorme. Et c'est ça qui fait qu'on est dans une situation assez catastrophique. Le Premier ministre l'a rappelé, c'était déjà le 5 février devant les députés. Et bon, quelques temps après, les mêmes magistrats sont en grève pour demander encore une augmentation. Donc ça fait que bon, peut-être qu'il faut aller doucement, par étapes. C'est vrai qu'on a l'impression dans cette histoire qu'ils ont un peu mis la pression sur les autorités de la transition qui ont rapidement élaboré les textes et qui ont fait un coup de frein lorsqu'il s'agit des décrets d'application. Même le président Kafando, malgré la pression des syndicats des magistrats, n'a pas signé ces décrets d'application. Donc on a voulu obtenir cela et accueillir le président Kaboré avec ces décrets d'application. Donc c'est ça qui fait En tout cas, ils disent qu'ils sont les derniers en termes de traitement dans les pays de la sous-région, même si le Burkina n'est pas le pays le plus pauvre. Bon, ces comparaisons-là, vous savez ce que ça fait. En son temps, les enseignants d'université avaient dit ça à Blaise Compaoré. Il leur a dit, allez enseigner au Niger et en Côte d'Ivoire, parce que moi, je n'ai pas les moyens du Niger et de la Côte d'Ivoire. L'uranium, le Niger en a, la Côte d'Ivoire a la mer, le Burkina n'a pas ce que vous demandez. Bref, en fait, pour les magistrats, je crois qu'il y a les greffiers qui ont demandé des textes d'application avant eux. Ça date de 2012. Voilà, les GSP aussi. On sait qu'il y a des statuts particuliers qui doivent améliorer la situation des eaux et forêts. Et tous ces gens ne sont pas encore allés en grève. Moi, je crois qu'ils auraient pu raison garder, attendre quelques temps et puis avant de se jeter dans une grève comme ça qui fait beaucoup de mal. Et ils feront mieux aussi de gagner la guerre de l'opinion parce que comme Paul Miki Rwamba l'a dit, pour le moment, je ne suis pas vraiment de ce que j'entends sur le terrain, sûr que les magistrats arrivent à se faire comprendre dans le public. Alors qu'ici, ils ne gagnent pas cette guerre de l'opinion, le gouvernement va rapidement les terrasser. Hein. Il faut d'abord nous convaincre, nous autres journalistes, et moi je ne suis pas encore convaincu, qu'ils ont eu raison d'aller en grève. D'accord. En tout cas, les problèmes socio-économiques du Burkina ont été largement abordés lors de la rencontre entre le Premier ministre Paul Kabatiba et donc les responsables syndicaux. C'était le 23 février à la primature. Alors, comment vous avez analysé d'abord cette démarche du chef du gouvernement, Zumbara?
Non, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est, à mon avis, le premier contact entre les syndicats et le gouvernement. C'est normal que Paul Kaba-Tieba puisse effectivement, dès le départ, essayer de discuter avec le monde syndical pour que chacun sache où mettre les pieds, comme on le dit. Et je pense que ce qu'on peut aussi souligner d'intéressant, c'est quand même le fait que le Premier ministre a demandé aux syndicats de l'accompagner dans le cadre de la lutte contre la corruption avec pour vision la tolérance zéro. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander vraiment si cet objectif-là est possible à atteindre dans notre contexte, mais en tous les cas, comme on le dit, on attend le maçon au pied du mur. Donc, ce sont des promesses qui ont été faites et nous allons effectivement suivre pour voir jusqu'où Paul Kaba sera disposé à aller dans le cadre de la lutte contre la corruption, bien sûr avec les syndicats, parce qu'il ne demande que cela d'ailleurs. Hein. Vous avez vu que dans les différentes revendications, la question de la lutte contre la corruption a toujours effectivement figuré parmi les préoccupations majeures des syndicats. Donc si lui prend la responsabilité de s'engager pour vraiment lutter contre la corruption avec les syndicats, moi je pense que c'est une très bonne chose. D'accord. Paul Miki. Alors, c'est une bonne démarche de mon point de vue, c'est une prise de contact avec les syndicats. Vous savez que le Premier ministre est arrivé il n'y a pas longtemps et il est venu de Dakar. C'était de bon temps pour lui de prendre la poule des revendications syndicales en attendant le dialogue gouvernement-syndicat. Donc en même temps, on a remarqué les syndicats, ils sont restés dans leur rôle. Hein. Ce sont des gens qui sont très prudents, avec à la tête un certain Bassolman Bazié, tout le monde le connaît, c'est un monsieur qui est dur dans ses propos, il est assez strict. Hein. Il a dit on a peur des discours politiques, on n'a pas confiance des discours politiques, on les attend au pied du mur. Ce sont les actes plutôt qu'on attend pour apprécier, ce n'est pas les paroles. Donc en réalité, ce qu'il faut faire, et je crois que c'est ce que le Premier ministre a tenté de faire, c'est de dire la vérité aux gens. Lorsqu'on dit la vérité, on dit, bon, voici l'état de la nation, voici l'état des finances, voici ce qu'on peut faire et voici ce qu'on ne peut pas faire. Lorsque c'est basé sur la vérité, je pense que les syndicats eux-mêmes, ils ne sont pas en dehors du Burkina, ils comprendront ce qu'ils peuvent avoir pour les travailleurs et ce qu'ils ne peuvent pas avoir pour les travailleurs. Ça facilite les choses. Lorsqu'on part sur la base de la vérité, le problème est à moitié réglé de mon point de vue. Donc je pense que c'est ce que le gouvernement doit continuer à cultiver, c'est-à-dire le langage de la vérité, rien que le langage de la vérité. D'accord. Bama. Non, oui, je crois que, comme tout le monde le dit, hein, ça a été une expérience que chacune des parties a bien appréciée. Et quand moi j'ai suivi un peu les confrères, les différents reportages qui ont eu lieu sur cet événement-là, j'ai pu constater que tout le monde est sorti satisfait de la rencontre. Quand je m'en tiens, en tout cas, même si, comme Paul Miki l'a dit, les syndicats sont toujours ont toujours joué la carte de la prudence dans ces circonstances-là. Mais je retiens que vraiment, tout le monde, en tout cas, pour ce qu'on a pu voir, est sorti bien satisfait de cette rencontre. Chacun a pu dire à l'autre ce qu'il attend de lui et tout ça. Et ce que j'ai bien aimé, surtout dans le propos du Premier ministre, voilà, il dit non, il était très attentif, je suis attentif à ce que vous me demandez, on est disposé vraiment à analyser ça dans le sens que vous voulez et tout ça. Mais, en retour, il faut que vous travaillez aussi. J'ai bien aimé ça. Parce que, il faut le dire, le Burkinabé ne travaille pas. Surtout les fonctionnaires. Oui, il faut qu'on se le dise. Les gens, on est toujours prêts à revendiquer quand ça ne va pas, mais quand on veut être sérieux aussi, souvent tu vas dans une administration, tu vois, la secrétaire souvent même vient après son patron à 11h, à midi elle est partie, elle revient peut-être à 17h30 pour juste ramasser ses bagages et puis elle est partie. Non, les gens ne travaillent pas au Burkina, il faut qu'on se le dise. Et j'ai bien aimé le Premier ministre dans son interpellation de dire aux gens, oui, c'est bien de revendiquer, on va voir ce qu'on peut faire pour vous, mais en retour il faut travailler. Et je crois qu'il faut bien entendre ce propos-là. Et on a besoin de travailler dans ce pays pour pouvoir avancer aussi. D'accord. Rabo. Oui, je crois que je ne vais pas répéter ce que les autres ont dit, mais quand on analyse, moi je crois que les syndicalistes, c'est vrai, ils sont fougueux, ils sont directs, et francs, tranchés, mais je crois qu'il y a une façon de les prendre qui, parfois, permet de travailler avec eux sereinement. Et si vous avez souvenance du passage de l'ancien ministre Jérôme Bougma au ministère du Travail, il avait eu avec les syndicats une bonne démarche qui faisait que même quand il a dû démissionner du gouvernement, les syndicalistes parlaient encore bien de lui. Et je crois qu'il avait instauré un système de dialogue avec les syndicats
qui faisait en sorte qu'il disait les difficultés du gouvernement, la situation économique nationale, franchement, aux syndicalistes, et ils étaient prêts, eux aussi, à lui donner leurs conseils et à toujours exprimer leurs revendications. De cette façon-là, vous pouvez faire de la programmation ensemble. Si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui, vous pouvez leur dire, on réfléchit pour trouver les moyens plus tard. Moi, je crois que Paul Kaba-Thiéba a bien commencé. Il peut s'inscrire dans cette démarche-là et faire en sorte qu'avec son ministre qui s'en occupe, ils aient cette attitude-là de respect vis-à-vis des syndicalistes et des syndicats, et que ce ne soit pas des attitudes de défiance de part et d'autre, et que ce soit des relations de confiance. Je crois que comme ça, on va avoir un climat social apaisé. Et comme le président dit qu'il veut mettre les Burkinabés au travail, pendant quelques mois, on pourra tester ce que le travail donne comme résultat. D'accord. On va avancer dans le débat et puis on va aborder le plan international avec le Niger. Au Niger, le coup d'État, le coup KO promis par Mamadou Issoufou au premier tour de l'élection présidentielle n'a pas eu lieu. Le président sortant a obtenu 48% des voix contre 17% pour Amadou, son principal opposant, qui a battu campagne en prison. Il faut donc un second tour pour départager les deux hommes. C'est un revers, on peut le dire, pour le président sortant. Oui, Rabo. Non, pas vraiment. Hein. Je ne crois pas que ce soit vraiment un revers, même si il était trop ambitieux quand même de faire le coup KO devant des opposants de cette taille-là. Parce que quand même, en face de lui, tous ceux qui sont les opposants en face de lui, là, c'est des gens qui ont dirigé souvent le Niger. S'ils n'étaient pas présidents, ils étaient premiers ministres, ils étaient présidents de l'Assemblée. Donc, il n'y avait pas vraiment de toka à toka quoi, au Niger. Et donc, c'est différent. Moi, ce qui m'amuse, c'est que c'est des caïmans d'un même marigot, parce que tous on les a vus à l'épreuve dans la gestion du pouvoir au Niger. Donc, ce qui reproche aujourd'hui au président Issoufou, le président sortant, c'est ce qu'eux-mêmes ils ont fait. Et parfois, ils ont fait même pire que lui. Maintenant, par rapport à Ama Amadou, en fait, je crois que ça, c'est une attitude normale, en tout cas en Afrique, mais c'est même un peu plus généralisé. C'est-à-dire quand un homme politique se présente comme une victime d'une situation, surtout quand ça se fait avec la complicité de la justice, les populations ont de la compassion pour cet homme politique-là. On a vu au Burkina, à l'arrondissement 4, quand le maire Anatole Bonkungu était acculé par le CDP, à tort vraiment, les gens ont voté pour lui. Même s'ils ne l'aimaient pas, ils voulaient dire au CDP merde. Voilà. Donc même s'ils n'aiment pas Ama Amadou, ils sont en train de dire au président Issoufou, mais ce n'est pas parce que vous n'aimez pas votre opposant que vous devez tout vous permettre. Vous devez utiliser les institutions de l'État contre lui. Voilà. Vous devez les laisser compétir comme vous, et puis nous, on va choisir. Surtout que c'est nous qui avons le dernier mot. Je crois que c'est pourquoi de la prison, il a jusqu'à 17%. Et maintenant, au second tour, je crois que le président sortant peut passer au regard de son bilan, et au regard aussi de sa façon de battre campagne. Hein. Il a des méthodes du MPP. Là. Il ne sait pas si c'est passé, Salif Diallo est passé par là. Bama. Non, je crois que Rabo a tout dit. Hein. Il a tout dit parce que... Est-ce que vous pensez que Amadou peut réaliser, c'est-à-dire le slogan de sa campagne, de la prison à la présidence? Non, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver parce que quand même, c'est vrai, le président sortant, il a réussi à le mettre en ballottage, mais c'est un ballottage qui est très très favorable au sortant. Il ne faut pas se rêver, il ne peut pas le faire. Mais en même temps, je dis que Mamadou Issoufou aussi doit se mordre le doigt aujourd'hui. Il doit être très malheureux parce que voilà, il a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire. C'est-à-dire que mettre ce monsieur en prison, c'était l'erreur qu'il ne devait pas commettre. Parce que ce qu'il voulait éviter, finalement, c'est ce qui lui est revenu à la face. Parce que, comme Rabo l'a dit, mettre ton challenger le plus immédiat dans cette posture-là de victime, mais forcément, ça joue en ta défaveur. Il n'y avait rien à faire. Et Mamadou Issoufou la prend à ses dépens. Surtout, quand on regarde les motifs qui amène à maintenir ce monsieur en prison, moi franchement,
ça ne me convainc pas. Les soupçonner Oui, dans une affaire ça ne me convainc de pas, trafic surtout de quand on bébés. voit, Oui. il est complice, je pense. Oui, c'est sa complice, femme c'est qui est sa mise femme, en cause, oui. et lui, on accuse d'être complice de sa femme et tout ça. Mais la principale accusée même se retrouve en liberté provisoire. Et lui-même qui est complice, on refuse de le mettre en... Mais quand même, allez-y comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'était trop flagrant. Et quand c'est comme ça, la population n'est pas dupe pour te suivre dans cette logique-là. Et c'est la sanction qu'on a pu lui administrer. D'accord. Oui, Zumbara. Non, moi, je pense qu'il faut d'abord se réjouir du fait que finalement il n'y a pas eu un coup KO comme le pouvoir le souhaitait. Parce que s'il y avait eu un coup KO, c'est sûr que le Niger serait le chaos à l'heure où nous parlons. Parce que l'opposition, vous vous rappelez très bien, avant même que la CENI n'ait publié les résultats provisoires, les avait déjà rejetés. C'est parce qu'aujourd'hui, si elle a accepté, c'est parce que, bon, elle voit qu'il y a un second tour. Si c'était le goût chaos, c'est clair que ça allait être le chaos également. Donc, je pense qu'il faut d'abord se réjouir du fait, effectivement, que ce coup chaos n'a pas eu lieu finalement. Mais il faut aussi dire que dans une démocratie où, effectivement, les populations arrivent à s'exprimer de façon libre, j'allais dire, et en toute transparence, il est difficile, effectivement, de faire le coup chaos. Surtout dans un pays comme le Niger, quand même, où on avait en face des candidats de poids, comme Soibo l'a dit, parce que Sinou Marou, c'est vrai que son cas, cette fois-ci, est quand même assez étonnant. Sinon, en 2011, il est arrivé à 43% au second tour. Donc, c'est pas rien. Cette fois-ci, il est devancé par Ama Amadou, qui, naturellement, a joué la carte, effectivement, de la victimisation. Je pense que ces lieutenants ont vraiment travaillé dans ce sens. Et finalement, ça a payé. Donc, on se retrouve dans la même situation pratiquement qu'en 2011, où Ama Amadou est arrivé en 3e position et qui était le faiseur des rois, qui était au départ avec l'opposition et qui a choisi d'aller avec Mahamadou Issoufou. Oui. Alors, cette fois-ci, on attend de voir qui sont ceux qui vont aller avec Ama Amadou au second tour pour effectivement prendre le pouvoir. Mais connaissant le Niger, vous savez, c'est un pays où les hommes politiques sont très versatiles. Et ça, il faut le reconnaître. Donc, je suis sûr que Ama Amadou, et je dis Ama Amadou, et Mahamadou Issoufou va remporter l'élection au second tour. Mais ça sera, à mon avis, une victoire sans gloire. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, son principal challenger est en prison. Alors, à moins de le libérer pour qu'il puisse battre campagne. Ce qui, à mon avis, à l'heure actuelle, semble être difficile si, en tout cas, on doit respecter les textes. À moins de changer d'avocat tout de suite, qui va peut-être entreprendre des démarches rapidement. Et bon, même là, ça risque de ressembler à un arrangement qu'à une question, vous allez dire, une décision plus ou moins émanant des textes. D'accord. Alors, Paul Miki. Alors, rappelez-vous, sur ce plateau, la semaine dernière, j'avais dit que le coup KO n'était pas évident. Donc, ces résultats me donnent un peu raison. Parce que lorsqu'on regarde un peu à l'évolution des situations dans les différents pays d'Afrique, il faut reconnaître quand même qu'il y a cette renaissance démocratique qui fait qu'on est obligé, les autorités sont obligées d'être assez regardantes dans les processus électoraux qui ont cours dans nos différents pays. Et c'est ça qui se passe au Niger de mon point de vue. Donc moi, ça me réjouit un peu de voir qu'on est en train de dépasser cette époque où les présidents organisateurs d'élections les remportaient haut les mains dès le premier tour. Au Burkina Faso, on a connu un certain temps où c'était au bas mot 80%, le président passait haut les mains. Alors, donc, cette façon-là, cette nouvelle dynamique-là me réjouit énormément pour les pays africains. Maintenant, pour revenir concrètement sur le cas du Niger, le cas de Mahamadou Issoufou, je suis sûr également, comme les autres, qu'il va le remporter avec ses seconds tours, parce que quand même, il est à moins de 2%, du coup. C'est quand même 48. Oui, mais toute l'opposition veut s'allier donc au principal opposant. En même temps, oui, je suis d'accord avec vous. Il y a cette coalition de l'opposition, j'en parlais tantôt, qui fait que d'abord, même avant même le premier tour, il était prévu qu'en cas de second tour, l'opposition se retrouve contre le président sortant. Mais en même temps, il faut reconnaître aussi que le président Mahamadou Issoufou aura la possibilité de glaner quelques lois. Il va faire des alliés, sans doute, parce que c'est le moment. Peut-être qu'en ce moment, au moment où nous parlons, les tractations sont en cours. Certainement, il ne va pas dormir sur ses lauriers. Il va faire en sorte d'avoir avec lui des ralliements, même s'il y aura de fortes promesses, parce que c'est comme ça que ça se passe, de fortes promesses avec certains partis politiques pour avoir leur ralliement et puis pouvoir passer, même si c'est avec 50, 51% ou 50,50%, pour pouvoir être en tout cas président. Votre position, elle est bien comprise.
Vous pensez que Mahamadou Issoufou va l'emporter? Oui, il va l'emporter, mais il aura appris à ses dépens parce que ça ne sera pas du pain béni. Ce n'est pas sans coup férieux qu'il va être président. Et en ce moment, il sera obligé de bien travailler pour le peuple nigérien. Ok, on espère en tout cas que tout va bien se passer au Niger après ce second tour et que ça ne serait pas comme ce qui se passe actuellement au Burundi qui est en crise depuis l'élection de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat contesté par l'opposition. L'Union africaine a dépêché une mission de haut niveau pour essayer donc de contraindre Pierre Nkurunziza d'échanger ou bien d'ouvrir un dialogue avec l'opposition. Alors, est-ce que vous pensez que cette initiative de l'UA va aboutir à des résultats probants? Zumbara. Non, moi je trouve déjà que c'est un échec parce que l'UA au départ aurait quand même dû être plus ferme avec Nkurunziza et elle ne l'a pas fait. Les textes lui permettent de le faire. Parce qu'on a vu que Nkurunziza a violé pratiquement tous les textes fondamentaux de son pays, et notamment l'accord d'Arusha, qui effectivement lui interdit un troisième mandat. Et Dlamini Zuma, à l'époque, avait dit clairement qu'effectivement, il était dans une forfaiture. Alors, dans la mesure où on reconnaît que le monsieur a commis une forfaiture, il fallait tout de suite se baser sur la charte africaine, sur la démocratie des élections dont dispose l'UA, pour sanctionner Nkurunziza, mais elle ne l'a pas fait. Elle a plutôt préféré caresser le monsieur dans le sens du poil. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est lui qui dicte maintenant ses lois à l'UA. On a vu un temps l'envoi des 500 hommes qui avaient été annoncés. Finalement, le monsieur s'est opposé et l'UA s'est dégonflé comme un ballon. Cette fois-ci, on parle de l'envoi encore de 200 observateurs et d'experts militaires. Mais tout cela, à mon avis, ne profitera qu'au Satan. Il faut le reconnaître. Oui, Bama. Non, c'est vrai ce que Dabadi vient de dire. C'est vraiment dommage qu'on en soit là. L'UA aujourd'hui vient ici en médecin après la mort. C'est vraiment dommage. Nkurunziza, on lui a laissé tout le temps d'installer la chienlit dans son pays. Et puis aujourd'hui, on veut rattraper les choses, mais ce sera très très difficile. L'UA aurait pu procéder comme elle a fait au Burkina lors du coup d'État, où elle a été vraiment ferme et à temps. Ça a produit les résultats que ça a pu produire. On a tous constaté. Malheureusement, au Burundi, ça n'a pas été le cas. On ne sait pas pourquoi ça a été comme ça, mais voilà une situation qu'on aurait pu empêcher si l'UA avait été assez proactif et puis ferme avec ce monsieur-là. On n'en serait pas là. Aujourd'hui, il est question d'envoyer des observateurs. Je ne sais pas, moi en tout cas, je suis très pessimiste quant à l'issue de cette démarche-là. Je suis très pessimiste. D'accord, Paul Miki. Oui, je partage le pessimisme de l'Adibama parce que ici, là, Pierre Nkurunziza, de mon point de vue, a déjà gagné. Il a gagné la petite bagarre avec l'Union africaine, puisque déjà on se retrouve dans une situation où l'UA est obligé de négocier avec Pierre Nkurunziza. Ça ne devrait pas être le cas, ça devrait être des injonctions. Dabadi l'a rappelé tantôt, il y a eu cette histoire d'envoi d'hommes. Le président Pierre Nkurunziza a refusé. Maintenant, on vient pour négocier avec quelqu'un qui ne devrait pas être à là où il est. Donc, c'est déjà une victoire de Pierre Nkurunziza et c'est un échec de plus pour l'Union africaine. Donc, cette organisation interafricaine-là devrait revoir sa façon de faire. Il faut beaucoup plus de fermeté, parce que c'est vrai que quand on négocie comme ça, souvent, on se retrouve dans des situations assez compliquées comme ce qu'on a connu au Burkina. Et le chaos existe déjà au Burundi. Et bon, c'est vraiment médecin après la mort et c'est vraiment dommage pour l'Union africaine. D'accord, oui. Rabo. Bon, déjà, on peut voir au regard de ce que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a eu comme résultat, qu'il ne faut pas beaucoup espérer. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à tirer de ce monsieur-là. Et moi, je l'ai déjà dit ici, j'ai dit qu'il va gagner les élections, mais il ne va pas gouverner le Burundi. Peut-être que c'est pour gagner du temps, pour mieux l'assommer. Mais je crois qu'ils vont utiliser probablement que ce soit, mais je ne crois pas que ce soit les Africains, peut-être les Occidentaux, ils vont utiliser des moyens, des mécanismes informels pour le décapiter. D'accord. En tout cas, vous croyez toujours qu'il ne va pas rester longtemps au pouvoir.
Nous sommes au terme de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Alors, débat de presse aujourd'hui avec comme invité Ladji Bama du journal Le Reporter, Soumaïla Arabo de la radio Savane FM, Paul Miki Rwamba de Ouaga FM et Badadi Zumbara du journal Le Pays. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve dimanche prochain si Dieu le veut.